Bonjour et bienvenue pour un épisode de Wild Voices, notre podcast consacré à la faune sauvage. On va le faire en français de nouveau parce qu'on accueille Manon Temelin. Bonjour Manon. Bonjour. Bienvenue chez nous. Manon, tu es une scientifique spécialiste des cétacés. Tu observes leur comportement et tu t'intéresses tout particulièrement aux comportements sociaux et tactiles. Ce qui change un peu de l'idée un peu préconçue de pas mal de personnes qui pensent que les cétacés communiquent surtout par les sons. C'est vrai qu'ils utilisent les sons. Mais avec Kathleen Dudzinski, qui est venue nous rendre visite récemment aussi, tu t'intéresses beaucoup à ces comportements tactiles et les liens tactiles pour renforcer les liens sociaux. Est-ce que tu peux d'abord nous présenter ton parcours ? Oui. Alors j'ai commencé avec... j'ai toujours été intéressée par les mammifères marins et pour une raison que j'ignore, par les orques. Parce que aussi loin que je peux me souvenir, ça a toujours été mon animal favori. Donc l'objectif quand j'étais petite, c'était de travailler avec les orques. Et puis le comportement, j'ai toujours aimé regarder les animaux, essayer de comprendre pourquoi ils se comportaient de cette façon. Et donc naturellement, au départ, je voulais être soigneur, entraîneur mammifère marin. D'accord. Pour pouvoir justement utiliser différentes techniques pour apprendre à des animaux à créer certains comportements. Je trouvais ça intéressant qu'on puisse modifier le comportement d'un animal de façon positive, ludique, sans contrainte. Et je trouvais ça complètement dingue de faire des sauts à des cétacés juste en leur demandant et sans qu'il y ait d'aspect forcé ou autre. Donc au départ, j'étais partie là-dessus. Donc j'ai fait quelques stages animaliers, Nausicaa, Marineland, pour apprendre comment entraîner ce genre d'animaux. Et donc plus je suis rentrée là-dedans, plus j'appréciais regarder ce genre de comportement. Et en même temps, je faisais un master. Et en master, il faut faire des stages pour valider notre diplôme. Des stages scientifiques. Des stages, tu lui amènes une étude avec des résultats. Donc j'ai fait un master en éthologie, recherche fondamentale et appliquée à l'université de Paris 13, à Villetaneuse. Et du coup, mon stage de validation de diplôme, c'était avec le Dolphin Communication Project, avec Kathleen Dudzinski. Et en fait, la façon de travailler là-bas, déjà, c'est une organisation à but non lucratif, donc on ne dépend pas d'une université. On n'a pas d'objectif en soi par qui que ce soit pour les sujets de recherche. On se pose les questions qu'on veut et puis on y répond de nous-mêmes sans pression. Et du coup, la façon de travailler DCP, Dolphin Communication Project, des équipes là-bas, c'était très sympa parce qu'on peut aller sur le terrain au Honduras. Au départ, c'était uniquement les dauphins, donc le grand dauphin. Et puis, petit à petit, on a ajouté les orques. Donc, finalement, j'étais comblée. Donc, je suis restée le côté scientifique, le côté de vraiment essayer de comprendre ce qu'on appelle patterns en anglais. Les motifs voir comment les comportements s'organisent et dans quel contexte les animaux les font. C'était vraiment ce qui m'avait intéressé. Donc, je suis restée là-dedans. Donc, maintenant, je travaille avec le Dolphin Communication Project et sur beaucoup de sujets, sur les orques inclus. C'est un parcours assez fascinant, je pense, qui fait rêver pas mal de jeunes étudiants. Surtout quand on dit qu'on nage avec les dauphins. Ah, ça, oui. Bon, alors que c'est pas forcément le plus intéressant quand on est dedans, mais de passer par avoir eu cette approche soigneur animalière et ensuite aller de plus en plus loin, je trouve que c'est très intéressant de montrer qu'effectivement, les gens qui s'occupent de ces animaux, on s'intéresse à leur comportement, on les observe beaucoup pour essayer de mieux les comprendre. Et puis la petite référence sur comment on collabore avec eux, j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'il faudrait on fera un podcast avec un des membres de l'équipe ici à l'Europarquet pour expliquer comment on collabore avec ces animaux, parce que ça peut servir à tout le monde d'avoir ce rapport harmonieux avec les animaux et positif. On va venir un peu plus sur la deuxième partie de ta vie, c'est-à-dire la partie scientifique, où tu as rejoint le DCP. Quelque chose souvent qu'il faut faire passer comme message, c'est que l'étude du comportement des animaux, ça ne se fait pas n'importe comment. C'est une science. Tu as parlé d'éthologie. Il y a des méthodes. C'est outillé pour pouvoir tirer des conclusions valides. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus la façon un petit peu théorique pour arriver jusqu'à tirer des conclusions solides ?
Donc oui, la plupart du temps, les gens pensent que notre boulot, c'est juste nager avec les dauphins. Mais en fait, la réalité, c'est que déjà, tous les chercheurs qui travaillent sur le comportement des dauphins ne nagent pas avec les animaux. Nous, on a cette particularité au Dolphin Communication Project. Ma collègue a créé un système de caméra avec une caméra à l'intérieur, une GoPro sur le dessus, mais surtout 2 hydrophones qui enregistrent le son des animaux. Alors, un peu partout, mais le seul moyen qu'on a de savoir quel animal vocalise, c'est en regardant la caméra devant. Donc la plupart du temps, on sait qui fait les vocalises, mais pas tout le temps. Et du coup, on utilise cette caméra à tous nos sites, par exemple à Bimini, Miko Island, mais aussi du coup au Roatan Institute for Marine Sciences, où on est basé depuis... plus de 20 ans maintenant, on a 20 ans d'archives vidéo avec ces dauphins là-bas. Donc ils sont dans un lagon naturel, en captivité, avec des soins quotidiens, des entraînements quotidiens. Ils font partie d'un programme éducation et recherche. Donc nous, on travaille surtout sur la partie recherche. Et puis ça correspond qu'à 10-20% de notre temps. Le reste, on est sur l'ordinateur. Et donc les méthodes, c'est... Si on veut utiliser le comportement, si on veut étudier le comportement des animaux, il faut avoir des définitions, il faut avoir un protocole et il faut des définitions strictes. Donc par exemple, moi j'ai travaillé sur les nages en paire chez les dauphins. La définition c'était pour une nage en paire, on a 2 dauphins qui nagent dans la même direction avec les positions de chaque partenaire dans la nage en paire qui ne changent pas pendant au moins 5 secondes voire plus. Et nous, on avait un système pour mettre cette position sur un axe 3D. Alors là, ça devient compliqué, mais globalement, on a vraiment une définition stricte. Si ça ne rentre pas dans la catégorie, alors c'est frustrant pour nous, mais si ça ne rentre pas dans la catégorie, on ne peut pas le compter comme une nage en paire. Donc c'est pour ça que quand nous, on regarde les contacts, qui sont très importants chez les cétacés, on regarde vraiment... s'il y a contact, on ne se dit pas « Ah tiens, ils sont assez proches l'un de l'autre, doit y avoir contact ». Non, il faut qu'on voit les 2 parties du corps rentrer en contact pour compter ça comme un contact. Ouais, ça reste très rigoureux, des définitions précises de chaque comportement pour laisser aucune place à l'interprétation de chaque observateur. Il faut que vous soyez d'accord sur ce qui se passe, on voit tous bien la même chose et à partir d'un moment s'il y a un doute, on ne prend pas la donnée. Et la définition... c'est vraiment le comportement. S'il n'y a pas, dans la partie définition, il n'y a pas d'interprétation. Pas... ça c'est important aussi. Ils vont chercher à manger. Non, c'est déplacement d'un point A à un point B. Ensuite, on mettra le contexte. Mais d'abord, si on veut vraiment savoir pourquoi, il faut juste avoir la définition du comportement. Et ensuite, quand on aura le jeu de données, ça va nous donner potentiellement le contexte. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en gros, tu nous expliques qu'il ne faut pas avoir d'a priori quand on observe les animaux, parce que sinon, on biaise l'interprétation et le résultat derrière. Est-ce que tu aurais un exemple de comportement qu'on voit chez les dauphins ou qu'on voit souvent peut-être sur les réseaux sociaux et où, pour toi, en fait, il y a un décalage complet entre ce qui est raconté et ce que toi, tu observes avec l'expérience que tu as? Du coup, par exemple, avec les cétacés, très souvent, on a des vidéos où on voit des dauphins ou des orques ouvrir grand les mâchoires, comme s'ils allaient vraiment, mordre et puis vraiment s'attaquer à l'individu qui est à côté, s'il y a un individu à côté. Le problème, c'est que les dauphins, ils ouvrent les mâchoires pour beaucoup de raisons dans différents contextes. Jeu inclus. Et c'est toujours très très compliqué de différencier le jeu d'une interaction qu'on dira un peu plus agonistique, où c'est beaucoup moins du jeu, où c'est un peu plus du calme-toi, je suis pas d'humeur. Et c'est pour ça qu'il nous faut des définitions très solides, parce que sinon ça devient on part un peu dans tous les sens. C'est comme avec les chiens, vous savez très bien quand votre chien est en train de jouer ou pas. Mais justement parce qu'il y a ces petits détails qui changent, il va pas mordre complètement, il va juste grogner, il y a moyen de savoir. Donc avec les dauphins c'est pareil, sauf qu'il faut connaître l'espèce. C'est pas les mêmes signaux qu'ils envoient quand ça va, quand ils sont prêts à attaquer ou autre. Et on n'a pas la chance de côtoyer tous les jours des dauphins comme pour toi savoir et comment moi. c'est. Donc voilà, donc ça peut être compliqué parfois effectivement. Et ça peut d'ailleurs donner certains problèmes quand des personnes naïves se retrouvent en contact avec des dauphins. Et ça peut vite accélérer vers de l'agression, des choses comme ça, parce qu'on ne se comprend pas, quoi, tout simplement. C'est ça. Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux, grosso modo, assez rapidement, entre le moment où tu observes
Et le moment où cette recherche est partagée, quelles sont les étapes ? Donc la première étape, en fait, ça va dépendre des recherches qu'on veut faire. La première chose, c'est de regarder dans la littérature ce qui a été fait, la littérature scientifique. Donc des journaux scientifiques sur un système de peer-reviewed, avec des scientifiques qui revoient la méthodologie d'autres pour valider plus ou moins, pour être sûr que la science est correcte là-dedans. Une revue bibliographique, l'état des connaissances. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc une fois qu'on a ça, ça permet de raffiner la question. Parce qu'en science, on ne part pas d'une conclusion pour prouver que notre conclusion est correcte, on part d'une vraie question et ensuite on va où les données nous mènent. Donc une fois qu'on a notre question, il faut établir le protocole pour collecter les données. Donc en fonction des milieux, ça va varier. Et puis dans les protocoles, il y a différentes façons de collecter les données. On peut faire, dans les techniques, on peut faire du scan sampling. Donc on va dire à l'instant T, c'est ça qui se passe dans le bassin ou dans le milieu naturel. Ou sinon, on peut dire, on va enregistrer toutes les occurrences d'un comportement en particulier. Il y a beaucoup d'autres méthodes, mais globalement, il y a ça. Et une particularité du Dolphin Communication Project, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que vous, votre approche, elle est très immersive. C'est-à-dire que vous travaillez avec des animaux que vous habituez à votre présence. Ils sont déjà habitués. Ils sont habitués, voilà. Ils vivent leur vie, mais vous êtes au milieu en train d'observer. Donc oui, l'étape suivante, après avoir protocole, etc., c'est collecter les données. Ouais. Donc, par exemple, avec le Roatan Institute for Marine Sciences, on rentre, c'est toujours moi ou ma collègue, personne d'autre, dans le bassin qui rentre avec la caméra, suit les animaux pendant à peu près 30 minutes. On n'interagit pas avec, on regarde vraiment ce qui se passe autour. Alors, des fois, ils sont les uns sur les autres juste devant la caméra, on ne voit pas grand-chose, donc on essaye de s'éloigner un peu pour pouvoir filmer le comportement. Donc voilà, ça c'est la collecte de données, c'est la partie sympa. Et puis après, il y a la partie très intéressante où il faut justement rentrer dans les données, voir ce qui se passe un peu, statistiques descriptives, donc avec des graphes, des moyennes, tout ça, essayer de voir un peu quelles sont les tendances, et ensuite on part dans la partie statistique dure, solide, où on cherche où sont les différences significatives, quel comportement est corrélé avec quelle variable, et c'est là qu'on va essayer de répondre à notre question. Et des fois, on ne répond pas toujours à notre question. C'est pas parce qu'il n'y a pas de différence qu'il n'y en a pas, et c'est pas parce qu'il y a des différences qu'elles sont expliquées par ce qu'on pense qui les explique. Donc parfois, il faut revenir sur le protocole, le refaire différemment. Et puis, généralement, on arrive à la fin et on a beaucoup plus de questions qu'au départ, avec une réponse partielle à la question initiale. C'est tout le plaisir de la recherche, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose, ça ouvre vers encore plein d'autres questions. Le champ est possible. Mais c'était très intéressant de voir qu'en fait, il n'y a pas d'a priori, encore une fois. Il y a une question et elle n'est pas là pour nous faire plaisir ou ne pas nous faire plaisir, c'est... Voilà, les faits sont là et on les décrit. La plus objective qu'on peut. Exactement, et ça c'est vraiment intéressant. En filigrane, on comprend que tu travailles sur différents terrains, donc tu travailles dans différents lieux géographiques et tu travailles que ce soit en institution géologique ou sur le terrain. Tu peux nous dire, pour faire rêver tout le monde, un peu partout où tu es allé observer les cétacés ? Ouais, alors on a... Avec les dauphins, moi j'ai commencé, il y avait déjà le Roatan Institute for Marine Sciences, donc on va au Honduras, c'est près de l'équateur, c'est très sympathique. Dans un milieu, c'est un lagon naturel, donc c'est pareil, on est sur le bord, il y a des récifs juste autour, donc on emmène des groupes étudiants, hein, c'est pas les vacances, on emmène des groupes étudiants là-bas, ils nous aident à collecter les données. Donc voilà, ça c'est la partie cool avec ces dauphins là-bas, la partie chaude. Et puis après, il y a la partie froide avec la Norvège, par exemple. Donc j'étais en Norvège en décembre dernier pour récupérer des données. On est en collaboration avec Wild Encounter, qui nous donne des vidéos des orques en Norvège. Des biboumas qui viendra peut-être nous voir un de ces jours. Et du coup, il faut aller nager avec eux, il faut se mettre à l'eau. Donc j'y étais en combinaison étanche en fin d'année dernière. C'est pas si froid que ça. Moi, j'aime bien le froid, contrairement à ma collègue. Ma collègue va aller à Gibraltar dans quelques semaines, parce que le froid, c'est pas trop son truc. Donc, elle a pris la partie chaude. N'oublie pas qu'ici, on est dans les Canaries. Oui, voilà, donc, c'est ça. On préfère le chaud. La Norvège, ça va faire froid pour tout le monde. Donc voilà. Après, le challenge, c'est du coup s'adapter aux températures, quel équipement, parce que les caméras, ça marche avec des batteries. Donc, en milieu froid, les batteries ont une durée de vie plus courte. Mais après, en milieu chaud, comme ici, par exemple, j'ai eu un très bon exemple
exemple ce matin, comme il fait un peu plus chaud, des fois les batteries surchauffent et les caméras s'éteignent elles-mêmes. Donc après, c'est nous d'adapter nos méthodes, de prendre plus de batteries, de prendre des caméras avec des batteries beaucoup plus résistantes. C'est sympa de voir un petit peu la petite cuisine derrière, parce que tu nous as parlé du protocole, de la collecte de données, tout ça, mais là-dedans, il faut être hyper réactif et inventif, parce qu'il y a des challenges. Voilà, il y a des super challenges. Donc on part avec des grosses valises quand on part. Tu vas dans le chaud, tu vas dans le froid, et tu nous as expliqué un peu comment ça pouvait impacter ta façon de travailler. Une comparaison, moi, qui m'intéresse beaucoup et qui fait couler beaucoup d'encre, c'est au niveau du comportement social des cétacés, les différences ou pas d'a priori encore une fois, entre institutions zoologiques et milieu naturel. Est-ce que là, tu as de la donnée un peu, tu as découvert des choses? Alors nous, on a la chance de regarder du coup ces deux milieux-là, le milieu naturel et le milieu en parc zoologique. Donc on a des vidéos, pas seulement de l'Europarc, on a aussi des vidéos de SeaWorld San Diego. On a déjà un article qui a été publié sur les orques de SeaWorld San Diego, il y en a 2 autres en préparation. Et on commence juste, parce qu'on a commencé à travailler avec l'Europarc juste au début de l'année dernière, donc on commence juste à développer nos articles pour la population de l'Europarc. Mais du coup, on a des observations très intéressantes jusqu'à présent, parce que on a aussi une population d'orques sauvages au Japon. On reçoit des vidéos d'orques du Japon. Et par exemple, sur les comportements socio-sexuels entre mâles, on a la même séquence, avec les mêmes comportements entre Tekoa Adam et chez nous à l'Europarc, et un mâle adulte et un jeune mâle au nord d'Hokkaido au Japon. Et en fait, attention les oreilles. Mais en fait, globalement, on observe le jeune mâle qui essaye de frotter son pénis sur la caudale du mâle adulte. Et le mâle adulte est complètement OK avec ça et va se frotter aussi contre le jeune mâle. Et donc, il faut savoir que les dauphins, les cétacés ont beaucoup d'interactions socio-sexuelles. Ouais. Et du coup, ça fait partie de leur vie sociale complètement. Donc, c'est intéressant de voir exactement la même chose, peu importe le milieu, que ce soit ici à l'Europarc ou au Japon. Il y a eu, on parlait de Norvège. Il y a eu quelque chose qui était observé ici. On a fait des petites vidéos là-dessus où les orques vont avoir tendance à jouer avec leur langue en face à face. Et le fait de l'avoir vu ici, ça a ensuite mis la puce à l'oreille aux observateurs en milieu naturel qui l'ont vu également en milieu naturel. Et vous, par contre, vous n'allez pas vous bloquer sur un comportement plus qu'un autre. Vous passez en revue plein de comportements. Et d'une manière générale, tu retrouves beaucoup de choses. La même chose. Jusqu'à présent... faut savoir qu'on peut voir des petites différences. Par exemple, ma collègue a étudié beaucoup les grands dauphins, et elle a comparé différentes populations, donc Mikura avec des dauphins en parc zoologique. Et en fait, la mini-différence qu'ils avaient observée était due au fait qu'il y avait de l'infanticide à Mikura. Du coup, les mères ne laissaient pas les bébés se balader hors de leur vue, elles gardaient les bébés en sécurité. Alors que, en fait, du coup, dans les autres lieux qu'on observait, les bébés, ils allaient interagir avec les autres individus à droite à gauche. Ils s'adaptent en fonction du risque. Ça ne veut pas forcément dire parce qu'on est en parc zoologique ou parce qu'on est en milieu naturel que c'est pour ça qu'il y a des différences. Des fois, les différences, elles viennent d'ailleurs, elles viennent vraiment de la population elle-même, de ce qui s'y passe. Jusqu'à présent, nous, on n'a encore jamais eu un comportement jamais observé dans l'un ou dans l'autre milieu. Les gens souvent nous demandent mais en parc zoologique, elles ne chassent pas les orques. Eh bien si, elles peuvent être très très douées à utiliser leurs poissons ou n'importe quel autre objet dans le bassin pour attirer les goélands et puis ensuite chasser les goélands. Donc ça se fait aussi en parc zoologique. Ce côté ludique de la chasse, jusqu'à présent, on n'a pas trop vu, on voit beaucoup plus de similarités que de différences. D'accord, très intéressant. Tous les deux, on est français, on s'exprime en français et c'est très sympa. Je ne peux pas m'empêcher de te poser la question des orques du Marineland. Il y a 2 orques dans un parc qui est fermé depuis plus d'1 an en France au Marineland. Et ces orques, en fait, sont, on va dire, entre guillemets, coincés là. Le bassin se dégrade assez vite. Est-ce que tu as une opinion, là je ne parle pas à la scientifique, mais est-ce que toi tu as une opinion basée sur tes connaissances de ce qui serait le mieux pour ces animaux-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles sortent de cette situation? Il faut surtout garder en tête d'où viennent ces animaux.
quel est l'environnement actuel. Wiki et Keio, ils sont nés à Marineland Antibes. Ils ont grandi à Marineland Antibes dans un groupe social. Le problème, c'est qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de sanctuaires marins. Ouais. Alors nous, on travaille avec le Ratan Institute for Marine Sciences. Qui est un enclos Encore marin. une fois, c'est un enclos marin en soins humains. Ouais. On leur apporte la nourriture, on leur apporte les soins médicaux dont ils ont besoin, on leur apporte des stimulations quotidiennes dont ils ont besoin. Ils font partie de nos recherches. Les orques de Marineland, c'est la même chose. C'est juste parce qu'elles sont dans un bassin en béton, donc tout le monde. C'est notre vision humaine qui se projette un peu sur leur situation, l'environnement dans lequel elles sont. Mais globalement, vous mettez ces animaux-là en milieu naturel. Elles n'ont jamais connu un bruit de bateau, elles ne connaissent pas les animaux qui vivent dans ces endroits-là. Et surtout, vous le changez complètement d'environnement. Si on part vraiment dans le nord, ça va être un climat complètement différent du climat méditerranéen, avec des choses qu'elles ne connaissent absolument pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas de programme de désensibilisation, ce serait vraiment les emmener là-bas. Nous, on ne supporte pas du tout cette idée, on part du principe qu'il faut qu'elles restent dans un contexte qu'elles connaissent, ces orques, et surtout qu'elles aillent dans un contexte social. Ça, les envoyer dans un sanctuaire important. Juste tous les deux, ça ne va pas forcément leur apporter beaucoup. C'est des animaux sociaux, il faut qu'ils arrivent dans un groupe social auquel ils peuvent s'intégrer et avec lesquels ils peuvent interagir et avoir une vie sociale normale, entre guillemets, pour des orques. Entre guillemets, parce qu'on ne sait pas ce qui est normal ou pas. Encore une fois chez des orques, parce qu'on commence à peine à garder la surface des comportements sociaux, y compris en milieu naturel. Et on voit beaucoup de différences d'un lieu géographique à un autre sur comment ils s'organisent. Donc c'est toujours très compliqué de dire ce qui est normal ou pas. Par contre, dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, 2 individus, c'est moins bien que 6 individus en termes de stimulation sociale, et rien que ça, plus d'individus, plus d'opportunités, et puis en plus, ici on a Théno, qui maintenant a 1 an, et ma collègue en a déjà parlé, mais on a prouvé que les bébés pouvaient être importants pour les groupes sociaux. Ça permet de développer justement les opportunités. Tout le monde est intéressé, veut interagir avec bébé. On a vu dans un autre podcast avec Tekoa et Adam, Théno était très très curieux de voir ces 2 mâles-là. Donc ça serait très intéressant pour Wiki et Keio de pouvoir aussi interagir avec d'autres individus d'âge différents. Bon, à suivre, dossier à suivre. On en reparlera peut-être quand une décision sera prise et on espère la bonne. Merci beaucoup d'être venu. J'encourage tout le monde à aller voir d'autres podcasts. On en a un autre où Manon nous explique finement justement comment Théno socialise avec les adultes ici à l'Europarquet. On a aussi un podcast très intéressant avec ta collègue Kathleen Zudzinski qui nous a parlé d'autres recherches faites par le DCP. Et avant de te quitter, dernière question, très rapidement, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui, en voyant ce podcast, se dit « j'ai envie de faire ce qu'elle fait ». Alors, ça dépend de l'âge que vous avez, forcément. Mais si vous êtes jeune et intéressé par la recherche ou les cétacés, il faut surtout faire des stages pour savoir ce qui vous intéresse avec les cétacés. Peut-être que c'est vraiment être en contact avec eux, donc ce serait plutôt soigneur-entraîneur. Peut-être que c'est répondre à des questions qui vous démangent. Du coup, là, ce serait plutôt recherche. Et puis, si vous êtes du genre à ne pas vouloir rester enfermé dans un bureau ou devant un ordinateur, ça peut être aussi avec les compagnies de whale watching. Et là, il faut choisir correctement, mais dans tous les cas, il faut faire des stages exactement pour savoir ce qui vous intéresse là-dedans, et ensuite foncer. S'il faut un diplôme, il faut faire bosser pour avoir le diplôme, et puis sinon, des fois, il faut juste apprendre sur le terrain, donc il faut trouver la bonne personne, la bonne compagnie pour arriver à ses fins. Tout le monde est passionné, s'intéresse aux cétacés. C'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre, on discute beaucoup. Et quelque chose qu'on constate tous les deux en tant que scientifiques, c'est qu'il y a un monde entre ce que les gens pensent des capacités de ces animaux et ce qu'on sait réellement et ce qui reste à découvrir. Et il y a peut-être quelque chose là au milieu qui est de l'ordre de l'effet des réseaux sociaux sur un petit peu la désinformation. Juste parce que je traînais un petit peu comme tout le monde sur les réseaux sociaux ce matin. Attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Alors, pas forcément juste les informations. Allez toujours vérifier les informations que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais aussi les vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qui traînent, qui sont générées par intelligence artificielle. Sauf que nous, qui étudions le comportement, on voit tout de suite que c'est n'importe quoi. Donc, quand vous voyez des vidéos d'orques, de dauphins, etc., si vous avez
quoi que ce soit comme doute, allez essayer de vérifier avec d'autres sources, voir si c'est vraiment ce qui se passe ou pas. Parce que maintenant, ça devient un problème pour tout, mais ça devient un énorme problème aussi en sciences, parce qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent. Et ça rend notre métier beaucoup plus compliqué et notre crédibilité diminue aussi. Il faut vraiment aller vers des sources fiables. Donc vous pouvez suivre le Dolphin Communication Project. Vous pouvez suivre aussi... Sur le site, il y a beaucoup de publications à lire. Et moi, souvent, je fais un peu vieux jeu peut-être, mais je dis moins de réseaux sociaux et plus aller à la bibliothèque et sur des sites qui donnent des publications qui ont été évaluées par des pairs dans des revues à comité de lecture, où là on sait que les informations sont solides, fiables, et ça permet du coup de prendre les bonnes décisions pour ces animaux. Et dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter des gens, des scientifiques qui travaillent sur ces animaux. C'est comme ça que vous aurez la meilleure réponse. Moins d'influenceurs, plus de scientifiques. Voilà. Merci beaucoup Manon. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis dans cet épisode en français de Wild Voices, les voix sauvages, et on espère vous retrouver très bientôt.